OK. Puis là, je mets ici une autre fois, cher. Ouais. Je l'avais annulé, je pense. C'est souvent pour vous parler comme celle qui parle pour que ça soit proche de l'ordi, parce que souvent le micro n'est pas. Je vais te passer ça. Je vais me rapprocher. Puis tantôt, on pouvait voir les diapos avec les commentaires à côté, tu te souviens? Ça, je peux pas te dire comment faire. Mais si tu partages ton écran, là, on voit-tu le. OK, ben retourne. C'est juste ici. pour que le PowerPoint. Sinon, Parfait. Comme ça, on va le voir. Vous les voyez? Ouais. Et moi, c'est ici. C'est ici, Mireille. C'est une victoire. OK, excusez-nous. On commence. Donc, enchantée, moi, c'est Mireille Boudouin, médecin résident en stage ici à la clinique depuis un mois maintenant. Je suis avec Brenda. On présente aujourd'hui sur les impacts en fait, de l'activité physique sur l'obésité et les maladies métaboliques. Le but, c'est un petit peu de faire comme une mise à jour sur les nouvelles lignes directrices là, qui sont sorties tout récemment sur, dans le fond, les directives là, pour la quantité d'activité physique. Finalement, qu'est-ce qui est recommandé pour, bon, monsieur, madame, tout le monde. Mais on voulait axer aussi sur les problèmes de santé, obésité, maladies métaboliques et tout ça. Fait que le but, c'est de faire un petit survol de ces problèmes-là, puis voir c'est quoi notre rôle, finalement, en tant que professionnel de la santé là-dedans, comment on peut mieux conseiller nos patients. Je fais ça, parfait. Donc, premièrement, je repasse un petit peu l'obésité. On va essayer de faire ça rapidement. Je ne veux pas endormir personne, mais juste pour que ce soit clair pour tout le monde, en fait, la première chose, je pense, la plus importante à se rappeler, on commence avec ça. L'obésité, c'est une maladie chronique. C'est maintenant reconnu comme telle. C'est pas juste, le patient, il est lâche, puis ça ne tente pas. C'est vraiment une maladie au même titre que le diabète, l'hypertension. Fait que c'est super important de s'en occuper comme telle aussi. Deux choses pour l'obésité. Dans le fond, il y a la classe puis il y a les stades qui ne sont pas du tout les mêmes critères. La classe, c'est ce qu'on connaît. Là, la définition de l'IMC en haut de 30, là, que la majorité des gens ont déjà entendu parler. Maintenant, on est rendu avec une classe qui va jusqu'à 5. Là. Avant, ça a commencé avec 3, 4. On est rendu à 5, qui est l'obésité avec une IMC supérieure à 60. Fait qu'on voit que quand même, la science évolue rapidement par rapport à l'obésité là, depuis quelques années, gros maximum. Ce qui est intéressant, c'est le stade EOS, je ne sais pas si vous le connaissez, là, c'est le Edmonton Obesity Scale. En tout cas, Staging System. Ça va. Puis, en fait, ça, c'est les comorbidités qui sont associées avec l'obésité. En fait, c'est quoi l'impact de l'obésité sur la personne, ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour nous au quotidien que de savoir c'est quoi son IMC, parce que ça, ça ne nous dit pas grand-chose, finalement. Vous les voyez, là, je ne vous les répète pas tous. Ce qui est intéressant de voir, dans le fond, c'est de savoir c'est quoi les comorbidités de mon patient. Est-ce qu'il y a un prédiabète, une préhypertension? Est-ce que ces maladies-là qu'on est en train de traiter activement, ce qui le mettrait dans un stade 2, finalement, les atteintes d'organes cibles, fait qu'est-ce qu'une complication associée aux comorbidités? Puis ça, ça rentre, mettons, nos patients qui ont de l'arthrose sévère, qui se déplacent avec une aide à la marche, ça compte comme une complication de la condition chronique. Tout ce qui est les néphropathies, par exemple, sur une hypertension, des choses comme ça aussi, ça rentrerait là-dedans. Comorbidité sévère ou terminale, là, fait que nos patients qui sont vraiment rendus, là, chaise roulante, par exemple, sur de l'arthrose, insuffisance cardiaque terminale, toutes ces pathologies-là, on est rendu dans un stade 4 qui est assez sévère, là, entendons-nous là-dessus. Les études démontrent en fait que ce stade-là serait un meilleur prédicteur de la mortalité, évidemment, que la classe qu'on utilisait précédemment, parce que ça, comme je vous dis, ce n'est qu'un chiffre, ça ne dit pas grand-chose. Intéressant de savoir aussi qu'à partir de 65 ans, ces chiffres-là ne sont plus vrais. Je n'ai pas réussi à vous trouver de chiffres exacts, mais ce que ça dit maintenant dans les études, c'est qu'à partir de 65 ans, l'IMC supérieur à 25 pourrait être normal. Fait que ce qu'on considère chez, mettons, les gens un petit peu plus jeunes comme étant un surpoids à partir de l'IMC à 25, chez la personne âgée, c'est plus âgée, en fait. 65 ans, c'est comme pas très âgé, mais ça pourrait être normal. Fait qu'un IMC à 27 à 70 ans, ça nous va. Il ne faut pas trop sortir les flags là, de l'obésité. Je vous ai mis juste une petite liste concise, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais des complications associées avec l'obésité qui ont été prouvées par système, fait que ça vous donne déjà une bonne liste. Comme je vous dis, il y en a beaucoup plus que ça. Portez attention surtout aux néoplasies liées avec l'obésité. Là, il y en a quand même une bonne liste. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais il faut quand même y penser. Ça met à risque de beaucoup de cancers. Ce n'est pas banal. Fait que si on est capable de les attraper plus jeunes, diminuer ce risque-là, c'est définitivement une bonne chose. C'est souvent des corrélations pour les néoplasies.
cause à effet statistiques sont pas graves, sont pas. C'est ça. C'est souvent des effets de corrélation. Effectivement. Puis il y en a qu'on s'explique, par exemple, le cancer de l'endomètre, qui est, dans le fond, c'est une histoire je vous épargne, là, mais il y en a on le sait qu'il y a vraiment une pathophysio en arrière de ça. Il y en a que le lien est un petit peu moins clair, mais quand même, dans les liens de cause à effet, on a quand même vu un lien entre plusieurs cancers et l'obésité. Il y a d'autres facteurs, évidemment, mais à garder en tête puis à suivre de manière le plus précoce possible, finalement. Quelques petites statistiques, encore une fois, le but, c'est pas de vous endormir, le but, c'est plus de démontrer à quel point ça fait partie de notre quotidien maintenant en tant que professionnel de la santé. Ça touche énormément de personnes. Là, on parle ça, c'est mondial, là, les statistiques, là. Mais on a quand même 1,9 milliard d'adultes qui sont en situation d'obésité dans le monde. Fait que sur 7 milliards et quelques d'habitants, c'est quand même beaucoup. 39% des adultes qui étaient en surpoids en 2016, fait que c'est 1 sur 3, 1 sur 2 presque. C'est quand même assez grave. 13% des adultes qui souffrent d'obésité, donc IMC supérieur à 30, comme on a parlé tantôt. C'est encore ça les critères pour ces statistiques-là. Puis même chez les enfants, on a du 38 millions chez les enfants en bas de 5 ans, 340 millions entre 5 et 19 ans, là, fait que chez nos enfants adolescents qui sont atteints de surpoids-obésité. Puis on a mis les dates, ça date déjà de 2016. En termes de vitesse à laquelle évolue l'obésité, c'est déjà des vieilles données. Fait que c'est pour vous montrer que c'était déjà très problématique il y a 7 ans. Ça l'est encore plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous a remis des chiffres un petit peu plus récents. Ça, c'est canadien. Ça vous donne le pourcentage, en fait, de la population là, qui est atteinte d'obésité ou d'embonpoint selon le groupe d'âge. On voit quand même que chez les adultes, c'est 35% d'embonpoint. Même chez les enfants, c'est quand même des chiffres qui sont quand même inquiétants. Là. 17% d'embonpoint, c'est pas banal. Au Québec, on n'a pas des meilleurs chiffres qu'ailleurs. Malheureusement, on voudrait peut-être se dire qu'on est mieux, mais c'est définitivement pas le cas. Prévalence de ça, c'est de l'obésité au Québec. On voit qu'il y a définitivement une tendance à la hausse. Ça, c'est chez les adultes. Mais attends une minute, je l'ai dit parce que les chiffres ont augmenté beaucoup en 2019. Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tendance à la hausse. C'est sûr que là, 2020-2021, c'est les données qui ont été mises aussi durant la pandémie. Est-ce que ça pourrait avoir un impact? Possiblement, on sait qu'il y a des gens, quand ça faisait 1 an, qui étaient beaucoup moins actifs à cause de la pandémie. Évidemment, il y a eu des impacts là, sur le poids que vous avez probablement vu, mais il y a tout de même une tendance à la hausse qui semble s'installer. Au niveau de l'activité physique, ça, c'est le pourcentage de personnes qui, selon Statistique Québec, respectaient les recommandations d'activité physique à ce moment-là, qui étaient d'un 150 minutes d'activité, celles que vous connaissez, qui étaient comme les vieilles recommandations, mais tout de même, 30 à 35% là, chez les adultes. Encore là, c'est durant la pandémie. Est-ce que ça a un impact? Peut-être, mais 30% de la population qui respecte ces recommandations-là, qui sont quand même pas excessives, là, selon moi. Là, on ne parlait pas d'2 heures d'activité physique par jour. C'est très peu. Puis il y a une tendance à la baisse, encore une fois, par rapport aux dernières années. Dans le monde, ça rejoint un petit peu les données qu'on a ici, peut-être moins flagrant, mais tout de même, 1 personne sur 4, là, même un petit peu plus, qui ne respectaient pas les recommandations de l'OMS sur l'activité physique. Chez les adolescents, c'est 81% des adolescents qui ne respectent pas ces recommandations-là, fait que c'est énorme. Généralement, les femmes vont être un petit peu moins actives que les hommes. On prend ça avec un bémol, ça dépend toujours des populations. Là, c'est mondial, on s'entend, mais quand même, je trouvais que c'est des chiffres qui étaient quand même assez frappants. La définition actuellement de l'activité physique qui serait maintenant accepté, ce serait un 30 à 60 minutes d'exercice d'intensité modérée à vigoureuse la plupart des jours de la semaine. Fait que c'est rendu ça notre définition d'activité physique, plus notre recommandation finalement, qui est suffisante. Bénéfices, il y en a plusieurs, je vous en ai mis quelques-uns qu'on connaît évidemment. Ce que je trouvais intéressant à pointer, c'est que dans les études qu'on a lues, la réduction des graisses viscérales abdominales, qui est comme un peu le nerf de la guerre, parce que c'est vraiment ça, le fameux tour de taille qui a été associé à une augmentation des comorbidités et de la mortalité. C'est la seule qui est une catégorie, une recommandation de catégorie A, niveau 1A, c'est-à-dire le niveau de recommandation la plus forte. Lorsqu'on est vraiment absolument certain que ça fait une différence, c'est la seule. C'est quelque chose qui est vraiment un élément clé pour la santé globale de nos patients. Un autre élément pour nous dire à quel point l'activité physique est importante, mais
ces études-là le démontraient encore plus. Puis évidemment, bon, ça a une panoplie de bienfaits. Là, on en reparlera un petit peu plus loin. Perte de poids, évidemment, c'est souvent la motivation numéro 1 de nos patients de commencer à faire de l'activité physique. Bon, heureusement, ça prend quelque chose pour les motiver. Si c'est ça, tant mieux. Il y a plusieurs recommandations encore là sur les types d'activité physique. On va vous en reparler un petit peu plus tard, je ne veux pas empiéter sur la partie de Brenda, mais en fait, comme je vous ai expliqué tantôt, on parle d'un 60 minutes à peu près d'activité physique par jour, ce qui serait vraiment l'idéal à presque tous les jours. Ça permettrait en grosse moyenne, on s'entend ici, là, c'est des chiffres très empiriques, mais de perdre à peu près une demi-livre par semaine s'il n'y a aucun changement qui est fait au niveau du reste des habitudes de vie, au niveau alimentaire et tout ça. C'est déjà quand même significatif. Si on parle d'un plus de 60 minutes d'activité modérée à élevée, bien là, on est jusqu'à 3 livres par semaine que ça pourrait aller. Évidemment, ça dépend des patients. Là. C'est des chiffres qui veulent bien juste dire ce qu'ils veulent, mais ça nous donne un petit ordre d'idée. Pour la perte de poids, c'est sûr qu'on va essayer de privilégier les exercices aérobiques, fait tout ce qui est plus cardiovasculaire. La masse musculaire, c'est plus des exercices de résistance. Je pense que je vous apprends rien, mais dépendant du but de notre patient, bien, si on peut commencer déjà à le pister là, selon le type d'exercice. Le mieux, évidemment, c'est de combiner tout ça. Au niveau de la adiposité viscérale, ce que je vous parlais tantôt, là, qui est plus, dans le fond, les graisses accumulées, mais internes qu'on voit peut-être un petit peu moins, qui est moins évidente. Il y a vraiment des études qui semblent commencer à démontrer que l'activité physique est beaucoup meilleure pour ça que la restriction calorique. Le problème de la restriction calorique, c'est que oui, ça fait perdre du poids, mais surtout en faisant, pas surtout, mais entre autres en faisant une perte de masse musculaire, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut aller chercher dans le fond. T'sais, le but, c'est d'être plus en santé, c'est pas de juste faire fondre toute notre masse musculaire avec notre masse graisseuse pour faire du poids, perdre du poids, en fait. L'activité physique, ils ont démontré dans une des études, en tout cas, qu'il y avait vraiment une relation dose-dépendante avec la réduction des graisses abdominales, ce qu'il n'y avait pas avec la réduction calorique. Fait que pris individuellement, l'activité physique était quand même plus efficace pour ça. La restriction calorique, il n'y avait pas de lien entre les deux. C'est-à-dire que même si quelqu'un coupait 2 fois plus que quelqu'un d'autre ses calories, la différence n'était pas significative entre les deux. Fait que ce serait quand même plus efficace de faire de l'activité physique, encore une fois. Effet positif sur la diminution du taux de taille, évidemment, là, avec l'activité physique qui était plus importante. La combinaison des deux, encore une fois, qui est toujours la meilleure solution, si c'est possible là, pour les patients. Il faut prendre ça avec un bémol dans cette étude-là. Il y avait quand même plus d'études sur l'activité physique que sur la restriction calorique. Fait qu'il y a peut-être un petit biais là, à ce niveau-là, mais quand même, je trouvais que c'était quand même intéressant. Graphique que, encore une fois, qui m'a quand même frappée, qui étudiait en fait, est-ce que le fameux 10 000 pas par jour qu'on recommande à nos patients, là, qu'on voit partout allègrement dans toutes les sources fiables et moins fiables, bon, cette étude-là a voulu démontrer, dans le fond, c'est quoi vraiment le lien entre le nombre de pas par jour puis la diminution de la mortalité, c'est ce que ça étudiait. Puis on voit en fait qu'on atteint un plateau à partir de 8 à 10 000 pas par jour, effectivement, chez les moins de 60 ans. Fait que la recommandation était quand même adéquate. Par contre, chez les plus de 60 ans, 6 000 à 8 000 pas par jour serait suffisant. Fait que peut-être qu'on pourrait diminuer un petit peu à partir de 60 ans le nombre de pas par jour puis avoir un gain aussi intéressant. Fait que des fois, ça permet peut-être de mettre des cibles un petit peu plus basses pour nos patients plus âgés puis qui se découragent moins en ayant autant de bénéfices. Des petites informations, fait encore là, c'était les effets de l'obésité sur les différentes maladies métaboliques. Donc là, on a sur la tension artérielle, en gros, ça diminue l'activité du système nerveux. L'obésité diminue l'activité du système nerveux parasympathique, augmente celle du sympathique, ce qui fait monter la pression artérielle. À l'inverse, si on fait de l'activité physique, ça fait une panoplie de réactions dans notre corps qui permettent de baisser la pression, entre autres en augmentant la contractilité cardiaque. Ça augmente, ça diminue l'activité du système nerveux sympathique, ça augmente la disponibilité de l'oxyde nitrique, qui est un vasodilatateur qu'on produit naturellement, mais qui permet de baisser la pression. Fait que c'est toujours une très bonne idée. Ça vous donne un petit peu une idée selon le type d'entraînement qu'on va faire. C'est quoi en moyenne la diminution? Encore là, c'est des grosses plages. Là. C'est pas efficace. Surtout les exercices dynamiques, ça a été prouvé, surtout pour les patients qui sont pré-hypertendus ou normaux tendus. Fait que chez nos patients qui sont déjà en hypertension, c'est peut-être
moins fiable comme chiffre, mais quand même, on voit que, moi, ce qui m'a surtout surpris là-dedans, c'est les exercices isométriques qui peuvent faire baisser jusqu'à quand même un 16 de pression systolique et diastolique. Encore là, il faudrait faire une moyenne, c'est pas des chiffres à prendre là, pour du cash en bon français, mais tout de même, c'est des chiffres qui sont impressionnants, là, je trouvais, à voir. Sur la glycémie, vous vous doutez que c'est un petit peu le même principe, évidemment. L'activité physique diminue le risque de diabète de type 2. Bon, ça permet d'augmenter la tolérance au glucose, la sensibilité à l'insuline, qui sont les deux enjeux majeurs dans le diabète de type 2. Ça permet de diminuer la glycémie jusqu'à 72 heures après un effort intense. On s'entend, pas après une marche, mais quand même, c'est majeur, 3 jours après une activité physique. D'avoir encore un effet sur la glycémie, c'est quand même très positif. Tout ça diminue aussi les facteurs de risque cardiovasculaire, améliore évidemment la qualité de vie de nos patients. Si leur contrôle glycémique est meilleur, ben, moins de médicaments, moins de piqûres, moins de tout. Fait que toujours intéressant. Dans le même ordre d'idée, bon, je vous parlais des facteurs de risque cardiovasculaire. Ça a été des études donc, qui ont vraiment prouvé que ça diminue le risque de Framingham, que je ne sais pas si tout le monde ici est familier. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça, parce que ça joue sur à peu près tous les facteurs qu'on rentre dans notre calcul du facteur de risque, entre autres sur la tension, glycémie, cholestérol. C'est maintenant connu et à discuter avec nos patients, en fait, ce que la petite phrase veut dire, c'est qu'un patient qui n'est pas obèse, qui n'a pas de surplus de poids, mais qui ne fait pas d'exercice, c'est pire au niveau des facteurs de risque cardiovasculaire qu'un patient qui a un surplus de poids, mais qui est actif. Fait que le poids n'est définitivement pas garant de tout. Ces facteurs de risque-là sont indépendants du poids, finalement. Si on le met dans le calcul, si quelqu'un veut ouvrir, le poids n'est pas écrit dans ce calcul-là. Fait que, oui, on sait que l'obésité a un impact. C'est surtout par rapport aux comorbidités associées. Fait que vraiment important de faire de l'exercice. Même une marche de 30 minutes par jour, c'est suffisant pour diminuer le risque cardiovasculaire. Fait que intéressant. OK. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait en pratique? Nous, les médecins de famille, des fois, on arrive notre patient, puis on dit, allez-y à marcher, puis allez-y à 30 à 60 minutes, puis c'est bon, mais est-ce que les patients, en réalité, sont capables de le faire? Ça, c'est une autre histoire. Hein? Donc, l'objectif de Mireille et moi, c'était qu'on mette en pratique qu'est-ce qu'on va faire notre patient quand on arrive. Puis, on ne parle pas toujours avec notre patient de l'obésité ou du surpoids, puis des fois, on a peur de les parler. Puis quand on les parle, il faut qu'on ait quand même notre patient, c'est à quel point vous connaissez ça, les étapes du changement, mais nous, on doit aller parler à notre patient, puis faire conscientisation de tous les problèmes, même s'il n'est pas prêt pour les changements. Puis on va les prendre quand il est prêt, puis là, on va agir à côté de lui, puis on va l'accompagner dans tous les processus. Mais il faut être réaliste. On commence par où? Donc, on est patient avec l'obésité ou avec sous-poids, puis on commence par où? Donc, on va commencer, ça c'est un objectif SMART. Donc, avec des petites choses, avec des petits changements. On ne va pas dire à tout le monde, allez-y à marcher 30 minutes, 60 minutes, puis les patients, ce n'est pas pour commencer, commencent à faire d'exercice, puis ça commence à blesser partout. Donc, on ne fait pas ça. Donc, on fait des objectifs, on s'assoit avec notre patient, puis on fait les SMART. Donc, des choses qui sont spécifiques, qui soient mesurables, que les patients soient capables de faire, puis qui soient pertinents pour notre patient et qui soient avec une courte période de temps. Donc, on va se mettre des petites mettes, puis des objectifs, des petits objectifs aussi, ça va être beaucoup plus facile à maintenir que si on met des gros objectifs de perdre 50 kilos. C'est comme, ouf, attendez. Puis, il faut expliquer à notre patient qu'il faut qu'il soit constant, qu'il soit autodiscipliné aussi. Puis, on revient aussi à expliquer que ce n'est pas la perte de poids que je vis seulement, sinon que je vis aussi des changements dans son état métabolique. Donc, ça, c'est important que les patients comprennent. Puis, qu'on gagne des poids aussi avec les années, puis on ne va pas les perdre en 2 ou 3 jours. Des fois, les patients décrochent à cause qu'ils pensent que ça va être assez vite. Non. Donc, il faut être réaliste avec notre patient. Donc, les recommandations, c'est ça, de 30 à 60 minutes par jour. Puis la moyenne, donc c'est ça qu'on vit, c'est 150 à 300 minutes par jour. Mais on ne va pas commencer comme ça avec tous nos patients. Puis on a différents types d'exercices. On a les exercices aérobiques, que comme Mireille avait dit, ça se peut améliorer, diminuer la graisse abdominale. Mais on a un autre type d'exercice qu'on va parler, puis que je trouve que c'est important à parler avec notre personne avec l'obésité aussi.
Donc, les exercices aérobiques, c'est seulement la base de notre exercice. La marche, je pense que, selon ce que j'ai lu, doit être l'exercice fondamental. C'est surtout notre personne avec l'obésité. On commence avec une marche. Puis, pourquoi la marche? Parce que c'est un exercice qui va mobiliser les grands muscles. Puis ça va faire une perte de graisse abdominale. Mais on peut faire, mettons, des grosses obésité ou des personnes qui ont des blessures. On peut commencer avec des exercices qui limitent la mise en charge, comme la natation, l'aquaérobics, des choses comme ça. Mais ça va être notre exercice base. Donc, on m'a fait une prescription vraiment. Comme on fait pour les médicaments, on va faire une prescription. 5 à 6 fois par semaine, ça c'est notre cible. On commence avec une intensité faible à modérée, puis notre cible, ça va être de 150 à 300 minutes par semaine. Mais ce n'est pas vrai qu'on va commencer tous nos patients avec ces chiffres. Ça, c'est notre cible, la dernière, OK? Donc, une marche, ça peut être les vélos stationnaires aussi, les jogging, mais tout dépend de chaque patient. Puis, notre objectif, c'est ça, mobiliser les acides gras. Puis, on essaie de mettre une fréquence cardiaque supérieure à 100, mais chaque personne est différente aussi. Donc, il y a patients qui peut-être vont aller plus de 100 à 100 à la marche, puis il y a des autres qui non. Puis, l'idéal aussi, c'est combiner les exercices aérobiques avec celui-là de la résistance, puis varier les routines. Donc, ça, c'est un exemple d'un article. Donc, on pourrait commencer notre prescription comme ça. Une personne avec obésité qui n'est pas habituée à faire l'activité physique, OK. Notre première 12e semaine, on commence 10 minutes de marche. Avec ça, c'est assez. Puis donner des recommandations assez faciles. Quand vous allez, parce que le temps aussi, les patients t'ont dit tout le temps, je n'ai pas de temps pour le faire. Quand vous allez au supermarché, laissez votre stationnement plus loin. Donc, des choses qui favorisent les marches, mais bien écrites et qui soient bien claires pour notre patient. OK, vous êtes arrivé à l'étape 2. 3e, 4e semaine, on augmente un palier de 10 minutes jusqu'à arriver à notre chiffre de 60 minutes de marche. Puis après ça, on marche plus vite. Donc, tranquillement, mais qu'il soit clair pour notre patient. Ça, c'est les intervalles d'intensité élevée. J'ai trouvé intéressant parce qu'on avait besoin de moins de temps. C'est des petites fractions, 20 minutes par jour. Mais c'est par exemple courir puis accélérer la marche. Puis après, on diminue aussi. Donc, c'est comme des petites explosions d'énergie qui fait que les muscles s'activent et fait brûler plus des acides gras. Mais pas tous les patients sont capables de faire ça. Je ne vais pas demander à un patient avec une obésité ou avec blessure de faire ça. Donc, pour moi, ça ne serait pas mon première recommandation. Je commencerai avec la marche. Puis après ça, à mesure que mon patient avance sous ces exercices, est capable de faire un jogging, commencer à augmenter la vitesse. Donc, on pourrait commencer à essayer, s'il n'y a pas de blessures associées, des intervalles d'intensité élevée. Donc, on a besoin de moins de temps, puis on a besoin de moins de jours, 3 jours par semaine, avec une cible de 75 minutes par semaine. Et après ça, on y va avec les exercices de résistance qu'on doit combiner. Et ça, c'est bon pour les patients avec l'obésité parce que ne demande pas une bonne condition physique. Donc, les patients avec l'obésité sont capables de le faire, à moins de s'effets sur la perte de gras, mais bon pour les patients aussi. Améliore la capacité musculaire, favorise la socialisation, puis encourage beaucoup les patients parce qu'ils voient qu'ils sont capables de le faire. Améliore l'estime de soi, dans le fond, fait toute sa diminution de la tension artérielle, augmente la masse musculaire. Idéalement, les patients devraient voir un kiné ou quelqu'un qui soit expert, qui l'accompagne dans tous ces processus. Mais des fois, c'est un peu cher aussi, donc il faut comprendre notre patient, puis on commence avec programme, on fait des recommandations aussi avec des petits poids pour l'aider à faire son processus. Donc, c'est ça, travailler de façon consécutive aussi, mais 2 ou 3 jours pas consécutifs, ça va l'aider à notre patient. Puis, il faut inclure des exercices dans la partie supérieure, dans la partie inférieure, puis travailler 8 à 10 groupes musculaires par session, puis de 2 à 4 séries aussi en répétition de 8 à 12 fois.
Mais de nouveau, on va commencer tranquillement. Donc, notre première 12e semaine, on fait une journée seulement par la semaine et une set seulement de 12 répétitions, puis tranquillement, on augmente. Donc, on peut faire une prescription aussi à notre patient de ce type d'exercice si le patient a l'accès à tout ça. On pourrait combiner aussi avec les exercices de flexibilité. Ça, ce n'est pas pour la perte d'énergie comme tel, mais augmente la mobilité, puis maintient la mobilité de notre articulation. Donc, secondairement, notre patient va avoir moins de risque d'avoir une lésion avec nos exercices aérobiques. Et aussi, nous aide à améliorer l'endurance. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais ce type d'exercice, on doit le faire pendant que les muscles sont réchauffés. Peut-être vous pouvez me clarifier ça après. Puis c'est un étirement des muscles, seulement 15 secondes. 2-4 fois par semaine. Puis un exemple très bon pour ça, c'est le yoga. Puis c'est ça qui nous aide à améliorer la stabilité de la posture, diminuer les blessures, comme je vous avais dit. C'est ça, pas plus. Bon, voilà un exemple de qu'est-ce on peut prescrire à notre patient. Donc, une prescription claire. Moi, j'aimais bien ce format. On combine les aérobiques, la résistance, la flexibilité, le balance. Donc, on met tout ensemble à notre patient. Puis, on fait vraiment bien structuré. Lundi, on va faire ça. Mardi, on fait ça. Puis, on suit la recommandation. Puis, comme ça, on travaille tous nos objectifs. Bon, avec l'obésité morbide, il faut avoir précaution. On doit éviter les lésions, les blessures. Donc, on va commencer vraiment très, très mollo. Et avec des exercices plus d'impact, la marche, l'aquaforme, la natation, des choses comme ça, de basse intensité. Bien sûr, on ne va pas avoir la réponse qu'on voudrait, il faut le dire à notre patient. À cause de son obésité, on va commencer tranquillement, les permettre plus tranquillement, mais je ne veux pas que vous vous blessez. Donc, il faut considérer ça aussi. La chirurgie bariatrique, bon, c'est sûr qu'il y a un bon résultat, mais qu'est-ce qu'on fait après la chirurgie? Donc, après la chirurgie, quand même, il faut que les patients comprennent qu'il faut faire l'activité physique, mais il faut aussi avoir une bonne alimentation. Parce que les résultats de la chirurgie bariatrique, ça dépend beaucoup de qu'est-ce que fait les patients, changement de comportement, d'habitude, plein de choses. Activité physique et grossesse. Une femme enceinte peut faire l'activité physique. Puis dans les études, à part de tout ce qui favorise, tout ce qui est bon pour les bébés, pour la femme enceinte, diminuer les risques de travail préterme aussi. Puis les exercices aérobiques et de résistance est bien correct. Mais une femme enceinte, c'est sûr que si jamais a fait l'activité physique, on ne va pas la mettre à une marathon, mais peut commencer à marcher comme tous nos autres patients. Puis on y va selon tolérance. Donc, on va suivre nos patients comme la diabète ou une autre maladie, c'est ça. On ne va pas insister sur les poids. Donc, le fait qu'il a perdu 2 kilos ou 1 kilogramme, oui, ce n'est pas peut-être l'effet de décider pour les patients, mais il faut voir aussi les changements qu'il y a eu au niveau cardiovasculaire, sa résistance, au niveau de son bilan métabolique. Il faut que les patients comprennent ça. Puis on va continuer à faire des petits pas, petits objectifs, puis on les met clairs à chaque fois, puis on fait des prescriptions à chaque fois. Puis il faut documenter bien notre progrès pour démontrer aux patients, regardez-vous, votre cholestérol était à ça, puis l'os est à ça. Quand même, il y a une amélioration dans quelque part, même si ce n'est pas les poids décidés, il y a un changement. Donc, bref, c'est ça. C'est mon tour. En gros, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement large, l'obésité et l'activité physique en soi. On aurait pu vous en parler éternellement, fait qu'on a essayé de rendre ça concis et digérable pour tout le monde. Je pense que, comme je vous ai dit au début, ce qui est important à se souvenir, c'est que l'obésité, c'est une maladie chronique qui est extrêmement prévalente dans notre population actuellement. C'est sûr qu'ici, on est conscient qu'on est dans une clinique de médecine sportive, que la majorité des patients qui viennent ici, sont en forme, font déjà de l'activité physique, sont déjà motivés, des fois même en font trop, fait que c'est un peu le problème inverse. Par contre, ça ne veut pas dire que vous devez en croiser quand même à l'occasion des patients qui ont un surpoids. Puis c'est de savoir un peu qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là, comment on les conseille pour qu'ils
continuent finalement d'axer dans ce sens-là puis qui travaillent pour augmenter leur quantité d'activité physique. Donc, c'est ça, souvenir que c'est une maladie chronique puis que l'activité physique, c'est la solution la plus efficace et dans la très, très grande majorité des cas, la moins coûteuse pour diminuer les complications liées à l'obésité et sa prévalence. Évidemment, souvent, on a des patients qui aimeraient ça avoir plus la pilule miracle, la solution miracle, justement, la chirurgie bariatrique, l'Ozempic, dont on entend parler sans arrêt ces temps-ci. Oui, ça fait partie des solutions. Je pense que ça, c'est peut-être plus côté médical quand on veut le traiter de manière multidisciplinaire, mais au quotidien, dans nos bureaux, dans notre vie, c'est vraiment l'activité physique qu'il faut privilégier en premier lieu. Recommandations, on vous a donné quand même des bons exemples de prescriptions qu'on peut faire, mais un 30 à 60 minutes d'activité physique par jour, juste ça, c'est déjà excellent. Fait que, c'est de viser un 30 minutes de marche par jour, c'est déjà mieux que rien. Fait que je pense que ça, c'est quand même des objectifs qui sont atteignables par nos patients puis qui peuvent augmenter graduellement quand ils prendront goût puis que finalement, ils vont réaliser que ça s'intègre dans leur routine. Bien là, on peut commencer à travailler là-dessus. Je pense que la clé, c'est toujours évidemment une discussion respectueuse, Brenda vous l'a dit, mais de commencer avec les objectifs du patient, avec là où il est rendu dans sa vie, s'il a envie d'en parler, s'il a envie qu'on l'aide là-dedans, un patient qui est fermé à ça, qui n'est pas mûr encore, qui est encore en réflexion, bien, on le laisse. On en parle, mais on ne le pousse pas non plus à faire quelque chose qui est contre sa volonté parce que ce n'est pas des changements d'habitude de vie qui vont perdurer dans le temps. On fait des suivis rapprochés, soutien multidisciplinaire. Évidemment, on en parle, nous, plus d'un point de vue médical parce que c'est ça notre travail, mais je pense que là-dedans, physio, kin aussi sont des ressources qui sont exceptionnelles et indispensables pour la perte de poids puis la gestion de l'obésité parce que, nous, on ne les verra pas tous les jours dans nos bureaux, fait que c'est le fun d'avoir un suivi multiple. Puis c'est quand, je l'ai vu ici, puis je l'ai vu dans d'autres contextes aussi, les patients, quand il y a plusieurs spécialistes qui leur disent la même chose, souvent, l'information rentre beaucoup plus vite et se consolide beaucoup plus aussi parce que là, on a l'impression d'être vraiment bien entourés, que tout le monde va dans le même sens puis ça les aide beaucoup. Fait que je pense qu'en partant avec ça et en essayant de faire un petit pas de plus avec nos patients au quotidien, on va peut-être être capable de, en tout cas, contrôler cette épidémie-là d'obésité qui nous pend au bout du nez, malheureusement, avec ce que les dernières années nous prouvent. À voir si la pandémie va vraiment avoir eu un impact ou si c'était transitoire dans le temps à cause des... Je pense que c'est plus transitoire. Déjà, on voit que ça reprend. Mais j'ai hâte de voir les chiffres dans quelques années si ce qu'on fait en ce moment va avoir un impact positif. Avez-vous des questions? Je ne vais pas vous retenir trop longtemps, mais essayer de faire ça un petit peu plus court pour pas que ça déborde trop sur vos horaires de l'après-midi. Mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit... Merci. Un commentaire, une question. Commentaire de base, je trouve ça très intéressant que l'impact sur l'adiposité abdominale soit démontré. D'autant plus qu'on parle de ça ici à Québec, alors que les travaux du professeur Després à l'UCPQ ont été précurseurs dans ça, dans le monde. Un des 3 groupes qui a vraiment mis en évidence là, cet élément-là. C'est bien que ça soit prouvé. Deuxième chose, peut-être tu l'as abordé. Mais je veux savoir, c'est quoi votre opinion plus précise sur les agonistes du GLP-1? Parce que c'est ça, hein, l'éléphant dans la pièce, là. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Puis là, comment dire? Il n'y a plus d'argument possible quand quelqu'un dit ça. J'ai tout essayé, fait que je veux mon Ozempic. Parce que, je ne sais pas pour vous, moi, faites moins de médecine familiale, mais moi, je fais encore quand même pas mal de médecine familiale. Puis, pour vrai, là, pas une semaine, j'en ai pas 3 ou 4. Je suis là à temps partiel. Quelle est votre opinion sur ça? Ben, moi, je pense que, évidemment, ça fait partie de notre arsenal thérapeutique contre l'obésité. Je l'ai dit, je me répète, mais c'est une maladie chronique. Je pense qu'il faut apprendre à traiter comme telle. Puis qu'il ne faut pas juste dire, ben là, allez faire du sport, ça va, vous allez perdre du poids tout seul. Je pense que ça, non. Par contre, un patient qui dit, j'ai tout essayé, c'est toujours variable. C'est un patient que je suis depuis 20 ans, c'est la première fois que je le vois. Moi, il faut que le patient fasse ses preuves. Dans le sens qu'on va partir le processus ensemble, on va s'asseoir, on va voir qu'est-ce qui a été essayé exactement, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi, puis voir est-ce qu'on a des solutions à ça. Pour moi, la base, c'est ça. C'est l'activité physique, l'alimentation. Je ne suis pas contre à 100% dans le sens que je pense qu'il y a des patients qui finissent par en avoir besoin, puis je pense que c'est un bel outil. Mais sur 100 patients qui nous en parlent, probablement qu'il y en a 1 ou 2 qui vont finir avec l'Ozempic, puis c'était pertinent. La grande majorité
pour avoir le shape de bikini d'été, là, ça, c'est non. Ça, c'est pas approprié. Fait que, je pense que c'est d'expliquer beaucoup aux patients. Et c'est dur, c'est vraiment pas évident. Parce que tu le dis de façon imagée et un peu drôle, mais c'est évidemment, tu ne dois pas ça à une personne. Non, ça reste. Mais c'est pour ça que je pense que quand tu parles d'approche multidisciplinaire, c'est tout le temps très cute dans une présentation. Mais ça, c'est l'exemple parfait où ça prend des gens comme eux, ça prend des teams avec qui on est assis pour dire vous voulez deux amplis, il faut qu'on se parle. Parce que, honnêtement, là, ça va être une épidémie socio-économique. C'est pas. Puis, tu sais, ce que ça. En tout cas, de plus en plus, ce que ça nous prouve, c'est qu'à l'arrêt du médicament, le poids est repris. C'est une béquille. Fait que s'il n'y a aucun changement d'habitude de vie, ben ça va être. Le patient va prendre des Ozempic à vie. Mais c'est pas raisonnable. Ça n'a pas de sens de faire ça. Fait que... Avec son Ouais. On va avoir un cocktail, un prix. L'autre chose qu'il faut considérer dans l'obésité, je pense, c'est les psy. Que des fois, on les laisse à côté un peu. Qu'est-ce que mange la personne? Est-ce que l'anxiété, c'est ça, il y a personne qui mange pour se plaire, ça calme. C'est comme l'alcool. Donc, mange parce que c'est pas parfait, mais c'est parce qu'il y a quelque chose aussi au niveau psy. Puis ça, on l'oublie aussi. Il faudrait qu'il y ait un physio, je suis d'accord, mais aussi des fois un psychologue qui l'accompagne dans tout ça. Son image corporelle et tout ce qui parle. Puis on a aussi une société qui c'est la beauté, puis la beauté égale être mince. Il y a des patients qui on n'est pas mince parce qu'on n'est pas mince, puis on fait l'exercice, puis on fait tout, puis on n'est pas mince, puis chaque année comme ça, ta constitution est comme ça, mais il faut s'accepter aussi, puis tout ça, c'est travailler là, au niveau psy, je trouve. Moi, je n'hésite pas à dire à mes patients dans mon bureau, tu sais, des fois, oui, bon, il y a un IMC à 27. Pas de problème, merci. Mais c'est ça, c'est un IMC à 27, mais c'est des 65 ans, marche 10 km par jour, fait du vélo. Puis là, ils sont là, je voudrais perdre 5 livres. Ben, non, vous n'avez pas besoin de perdre 5 livres. Si vous voulez changer des habitudes pour vous, faites-le, mais il n'y a rien au niveau médical, moi, qui me dit que vous devriez perdre du poids. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est un discours qu'il faut comme enlever, là, de dire que moi, j'ai mon poids santé, ça me prend mon poids santé. Pas nécessairement. Est-ce que c'est mieux? Bon, des fois, oui, mais la majorité du temps, c'est vraiment les habitudes qui sont le plus important. Puis c'est ça, on n'est pas rentré dans tout le chapitre alimentation, problèmes psychiatriques associés et compagnie, parce que ça n'aurait jamais fini notre affaire, mais les troubles des conduites alimentaires sont très, très prévalents chez les gens qui ont un problème d'obésité. Fait à garder en tête, là, toujours avoir une petite question, un petit red flag, parce que ces patients-là qui ne mangent pas beaucoup, qui sont des fois sur le bord de la dénutrition parce qu'ils veulent perdre du poids et qu'ils ne sont pas capables, si on s'en va leur dire qu'ils mangent trop, ça peut être le feu qui va complètement faire décompenser l'affaire. Fait que, il faut vraiment être prudent, je pense, puis de pas trop, en fait, de jamais y aller avec des stéréotypes. Oui, l'activité physique, ça, c'est rarement problématique, mais même là, il y en a qui vont abuser, puis qui vont se rendre à se blesser, puis à être dénutris, puis à être hospitalisés. Là. Fait qu'il faut être prudent. C'est pas parce que quelqu'un a un surplus de poids qu'il est nécessairement il mange trop, puis il mange pas bien, puis il bouge pas, puis c'est pas vrai. Là. C'est bien, je trouve que les premiers stades que tu as montré, c'est ça. Mais c'est ce qui a défini ça autrement que juste par l'IMC, parce que l'IMC, ça reste un chiffre qui est quand même dans nos genres de foot, ils ont tous des médicaments qui ont surplus de poids, on s'entend là, mais je veux dire, ça prend pas en considération ta masse musculaire. Ben non. Fait que c'est un indice quand même, mais c'est pas. Fait que si le monde focus là-dessus, puis ça fait longtemps que c'est plus. On sait que c'est pas tout à fait adéquat. Il y a d'autres facteurs, il y a d'autres marqueurs beaucoup plus fiables que ça. Fait que d'avoir un stade avec justement les comorbidités associées et les impacts fonctionnels, je trouve que ça c'est déjà bien, puis ça peut le refléter aux patients justement, oui, peut-être que ton IMC, mais tu bouges, tu fais pas de pression, tu fais pas de etc. Tu n'as aucune autre comorbidité associée. Fait que ça, c'est bien. L'autre chose, c'est pour l'Ozempic, entre autres, je n'ai pas cette réalité-là, mais je sais que c'est pour les chirurgies bariatriques. C'est avant que l'Ozempic existe, c'est un peu ça l'option facile. C'est pas une option facile, mais il y a des patients qui voulaient une chirurgie bariatrique, c'est ça.
Sauf que, tu sais, le screening qui est fait pour avoir une chirurgie bariatrique, il faut qu'il y ait un processus. Oui. Tu sais, c'est pas n'importe qui Exactement. décide d'avoir, tu sais, qui vont prendre la liste est longue aussi. Non, c'est ça, mais c'est ça. Mais tu sais, ce qui fait que justement, puis c'est peut-être pas tous les patients qui en ont nécessairement besoin, mais ils vont screener vraiment, il faut qu'il y ait des démarches entreprises vers le patient, il faut qu'il y ait un processus fait qui, justement, pour qu'après la chirurgie, ce processus-là continue et qu'il fasse pas tout en vite. Fait que ça aussi, je pense que ça garde en tête. Puis, comme vous l'avez dit, je pense que de suivre son patient, c'est le mot clé. C'est sûr que si vous les laissez aller tout seul, ça ne se passera pas, mais avec un suivi quand même rigoureux, que ce soit par d'autres professionnels ou par vous, tout ça, ben, c'est la clé du succès pour le patient. Je vais vous revoir dans 2 ans pour votre bilan, puis on verra rendu là. C'est ça. C'est comme d'autres maladies. Je pense que c'est la bonne façon. Puis l'autre défi qu'on a, les médecins de famille, c'est tous les contextes psychosociaux qui jouent un rôle aussi dans l'alimentation. C'est bien compliqué, je trouve. Tu l'as bien nommé, c'est effectivement pas une maladie uniquement physique, c'est symptomatique d'autres choses. Mais merci beaucoup. Très bien. Un beau plaisir. J'ai Ça, je l'ai fait en bureau cette année. Je l'ai parti quelques fois, là, de Zanfit. Je l'ajoutais avec un patient qui avait déjà fait des efforts avant, parce que c'est pas la première ligne. Mais après ça, je l'ajoutais ou bien il fallait qu'il soit en suivi kinésio ou en suivi nutrition. En disant que c'est une durée limitée. Moi, je disais, mettons, pour quelqu'un qui est vraiment obèse, c'est que je disais, regardez, je suis d'accord avec vous, que je me prescris pour la prochaine année, mais je veux nécessairement que vous embarquiez dans un processus sérieux avec la nutrition ou avec la kinésio, parce que de faire les deux, des fois, les gens n'ont pas le bon réflexe. Puis à ce moment-là, en disant que c'est pour un moment limité, mais ça permet que le patient, en changeant ses habitudes de vie, puis avec les exercices, il est super content parce qu'il perd du poids. Pour vrai, il vient de voir 2 mois après qu'il est super, super heureux, mais ça lui donne un boost vers l'exercice physique. Ça donne un coup, sinon, sur la nutrition. Mais ça donne un coup sur les habitudes de vie d'un côté de l'autre. Si on l'argent par les deux, mais moi, j'ai trouvé ça utile. Parce que j'ai eu des patients qui sont venus me voir super contents. Je me suis dit, oui, je ne sais pas si quelqu'un va voir leur prescrit. Mais les deux assis chez prescrit sont venus me voir avec une motivation extrême. Ah oui, moi, je vais marcher. Je vous promets, avec kinésio, je vais continuer. En septembre, je vais aller revoir. Puis, tu sais, j'ai perdu 15 livres, je suis full contente. Puis là, il y avait un moteur d'habitude de vie. Des fois, ça donne le 20 livres qu'ils perdent, ça leur permet de commencer à être actifs sans avoir de douleur, sans avoir, puis de tomber dans le cercle vicieux positif de je fais du sport, puis j'aime ça, puis ça marche. C'est pas du poison. C'est comme une béquille temporaire. C'est ça, mais je pense qu'il faut que ce soit clair dans la prescription. Il y avait question au chat. De quoi? Puis les autres, ils sont pas chauds, hein, ils en restent pas. Ça nous fait plaisir. Mais souvent, avant d'être opérés en chirurgie bariatrique, ils sont vus par l'équipe de médecine bariatrique qui prescrivent le Zanfit. Ben moi, avant d'être opéré. Moi, j'ai un chirurgien qui travaille chez nous, qui est un gars du CPQ. OK. Moi, j'en prescris. C'est trop imprévisible. Non, mais lui, non, mais il y a quelqu'un